conditions, eh bien, il serait légitime, souhaitable, disons, ou pas, de faire naître des bébés dans un utérus artificiel. Bon, et ça, j'essaye d'imaginer des différents scénarios, mais soit catastrophiques, comme Aldous Huxley, soit au contraire, une espèce d'utopie fraternelle, où tout se passerait bien, et où des rapports entre les adultes et les enfants, eh bien, seraient même peut-être encore plus idylliques qu'on imagine qu'ils le sont actuellement. Est-ce qu'on pense à l'enfant? Qu'est-ce qui serait le mieux pour lui? Si pour la médecine, l'utérus est un endroit fermé et angoissant, pour l'enfant, c'est un endroit idyllique. Il y vit en apesanteur et participe au mouvement de sa mère. Il est là quand elle ressent des émotions, quand elle rêve, quand elle s'énerve, quand elle a du plaisir. Un environnement rassurant, dans lequel il est autonome. Personne ne le dérange. Il tend les bras et attrape le cordon ombilical, tête en haut, tête en bas, la fameuse position fœtale qui lui permet de bien développer sa motricité. Rien de ceci dans un incubateur. L'enfant est couché sur le dos, les bras bloqués par l'élongation de la nuque, contraint à l'immobilité. On va lui passer celui-là sous la tête parce qu'elle a trop la tête dans le thorax pour respirer, elle va pas y arriver. Tiens, prends-le celui-là. Attends, donne-le-moi. Voilà, passe-lui la tête sous. On essaye de le mettre dans une position confortable, un petit cocon. Mais il est réveillé 40 fois par jour pour les soins, le bruit, la lumière. Quel confort pour lui. Mais un bébé né prématurément est impuissant face à tout cela. On a beaucoup de mal à se représenter son inconfort, sa douleur. On a mené de nombreuses études pour essayer de recréer le meilleur environnement possible, le plus proche du ventre maternel. On veille à maintenir le nouveau-né au chaud, dans un milieu feutré. On évite le bruit, on soigne la qualité de l'air. Tout est mis en œuvre pour éviter la douleur sous toutes ses formes. Parce que les tout-petits ne peuvent pas parler. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est pleurer. Et certains d'entre eux, s'ils sont sous assistance respiratoire, ne peuvent même pas pleurer. Il faut donc surveiller le moindre de leurs signes vitaux et être très attentif à toutes leurs réactions pour apporter les meilleurs soins possibles à ces enfants. Le monde médical a été un peu obnubilé par la survie dans les années 70-80 parce que la technologie nous a permis de faire vivre tous ces enfants et la survie passait avant tout. Mais quand même déjà à l'époque, on avait quelques voix qui s'élevaient par rapport à ce que vivaient ces enfants-là, par rapport à la douleur qui n'était absolument pas prise en ligne de compte, la douleur physique, mais aussi la douleur psychique, du bébé sans doute, de la maman certainement et du papa aussi. La nouvelle attitude, c'est de regrouper tous les soins, une seule fois par jour, et de les effectuer en tandem, alors qu'une infirmière manipule le bébé, l'autre le caresse et le rassure. Dans ce service, ici, on a essayé de prendre en compte tout l'aspect environnemental et tout l'aspect relationnel avec les familles. La maman vient auprès de son bébé et pendant une partie de la journée, il ne sera pas dans l'incubateur, il sera en peau à peau. Idéalement, on aimerait avoir la maman ici 24 heures sur 24. Paradoxalement, alors que les couveuses sont de plus en plus sophistiquées, la présence des parents est de plus en plus nécessaire pour que l'enfant aille bien. Ça va, vous voulez pousser? Il faudra créer une mère artificielle à côté, peut-être.
Eh oui, après le cerveau artificiel, la mère artificielle. L'histoire du kangourou est assez amusante, je dirais, parce qu'elle débute en Colombie. C'est Nathalie Tcharpak, qui est pédiatre là-bas, qui a trouvé là un moyen de faire survivre des enfants très petits dans un environnement qui leur convenait, c'est-à-dire sur la peau emballée, sur la poitrine de la maman. Les résultats auprès de ces enfants-là étaient tellement encourageants que le monde occidental qui avait tous les incubateurs, qui avait toutes les couveuses, s'est mis à sortir les enfants à nouveau de là pour les mettre à nouveau sur la peau de la maman. Et donc là, on a reçu, je dirais, des leçons du monde en développement vis-à-vis du monde industrialisé. Et le kangourou est une pratique, je dirais, à la pointe en quelque sorte dans les soins de néonatologie intensive. Dans certaines unités très médicalisées, où il y a une résistance au kangourou, on doit se battre en quelque sorte pour que cette idée-là fasse son chemin. C'est vous qui l'avez réveillée, hein? Elle est contente? Ah ben ça, j'en sais rien. Tu crois qu'elle est à l'envers ou à l'endroit? Bah, je pense qu'elle a la tête en bas, hein. Donc, a priori, là, ça doit être les fesses. Donc soit son ventre il est là, soit il est là. Oui. Donc ses fesses, soit elles sont là, soit elles sont là. 95 millions de femmes sont enceintes à tout instant. Chaque seconde, 5 nouveaux bébés naissent sur la Terre. Le temps de regarder ce film, 15 000 nouveaux bébés sont nés. On peut être attiré, encore une fois, vers une certaine connaissance, mais il faut garder en tête la poésie de la vie et puis aussi cette notion du chaos et du hasard qui fait que, oui, tout n'est pas forcément toujours parfait et j'ai envie de dire heureusement. Il y a aussi, je dirais, une part de hasard et c'est dans ce hasard-là qu'il y a une liberté. L'utérus artificiel gagne du terrain. Scientifiquement, chacune de ces avancées est en soi un progrès. Mais ce n'est pas le seul terrain sur lequel il avance. L'utérus artificiel progresse surtout dans nos consciences. Faire naître un enfant en dehors du corps d'une femme. Est-ce que ce sera l'aboutissement du chemin entamé autrefois avec les premiers bébés éprouvettes? Le voulons-nous vraiment? Dans un instant, une petite fille va grandir sous l'œil bienveillant de son père cinéaste. Lucie quitte le nid, études familiales et intimes au long cours.